Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur un phénomène qui ne faiblit pas, le décrochage scolaire. Pour tenter de l'expliquer, d'en comprendre les mécanismes, la Fondation Alpha Omega, accompagnée de l'Institut IFOP, ont réalisé une étude sur le décrochage chez ce qu'on appelle les NEETs. Ils sont 1,5 million en France. 1,5 million de personnes ni en emploi, ni en études, ni en formation. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un jeune sorti du système scolaire sans diplôme? Nous verrons. La Fondation identifie par ailleurs les moments critiques, charnières du parcours chaotique de ces NEETs. Pour en parler est avec nous aujourd'hui Elisabeth Elkrief, on la connaît bien sur ce plateau, directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui Elisabeth Elkrief. Pourquoi avoir commandé cette étude sur le décrochage scolaire? Pour expliquer ou pour déjà, juste dans un premier temps, mettre en lumière ce phénomène? Les deux, en fait, la première chose, en effet, c'est mettre en lumière ce phénomène. La deuxième chose, c'est que très souvent, pour parler des NEETs, des décrocheurs, enfin, quel que soit le terme que l'on emploie, on demande, en fait, à leurs éducateurs, aux gens qui s'en occupent, d'en parler. Mais il y a peu d'études qui font parler les décrocheurs eux-mêmes. Et puis, très honnêtement, nous sommes une fondation qui accompagnons à la fois les élèves à risque de décrocher qui sont encore à l'école et qui les accompagnons à certains moments. Donc, on voulait vérifier si c'était les bons moments. Et par ailleurs, on accompagne aussi les missions locales lorsque les jeunes ont déjà décroché et on voulait avec eux, avancer sur le sujet qui est leur cœur métier. Pour rester sur cette question de la mise en lumière, est-ce que vous cherchez, je ne sais pas, peut-être d'ailleurs à interpeller les candidats à la présidentielle aujourd'hui sur ce sujet-là? Oui, alors on a écrit un manifeste pour rappeler que ce sont des gens qui représentent 1,5 million de personnes et qui sont en grande détresse. Mais très honnêtement, je crois quand même que les candidats ont conscience que l'éducation et l'insertion sont des sujets majeurs. Et puis surtout, on essaye de montrer qu'il y a des solutions et que ce ne sont pas des sujets qui sont perdus d'avance, alors qu'on est quand même dans un pays où je trouve que sur ces questions d'égalité des chances ou d'ascenseur social, il y a une espèce de pessimisme et de déterminisme qui, de mon point de vue, peuvent être résolus. Comment expliquer, Elisabeth Elkrief, c'est vrai que ce chiffre est impressionnant, comment expliquer qu'1,5 million de jeunes soient complètement sortis des radars de l'école et de l'emploi? Alors, si vous voulez que je m'appuie sur le sondage? Le sondage, si vous voulez, ou même de manière générale, je veux dire, comment on explique qu'il soit autant aujourd'hui? Eh bien, ce qui se passe, c'est que, d'abord, le système en génère 100 000 par an. C'est-à-dire que tous les ans, il y a entre 80 000 et 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans emploi, sans formation. Et le problème, c'est qu'avec 1,5 million de jeunes ni en emploi ni formation, ça veut dire, si on fait une règle de 3 qui doit être évidemment corrigée pour les spécialistes, mais ça veut dire qu'on a 15 ans de flux. Le stock représente 15 ans de flux. Donc c'est terrible. C'est-à-dire que nous sommes une société qui génère 100 000 personnes en difficulté, en précarité, mais qui surtout n'arrivent pas à les réinsérer une fois qu'ils sont sortis du système scolaire. Donc c'est là où on s'interroge de façon précise. Est-ce qu'on peut établir peut-être un profil type de ces jeunes, classe sociale, issus de territoires prioritaires, peut-être plus de femmes que d'hommes? Voilà, est-ce qu'on arrive à établir un profil sur ces 1,5 million? Alors moi, je dirais qu'on peut établir ce profil par rapport à ce qui s'est passé durant leur parcours. Donc la première des choses, c'est évidemment leur point commun. Voilà, ce qui les réunit. Voilà, ou en tout cas, quand on a fait ce sondage, quels étaient les pourcentages massifs qui ressortaient. Donc évidemment, il y a la première étape qui sont la maîtrise des savoirs académiques. Donc les fondamentaux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter. Eh bien, on sait déjà que 100 000 enfants ne maîtrisent pas les fondamentaux à la fin du primaire. Donc, c'est vrai que c'est facile d'établir un lien de cause à effet. Mais ceci étant dit, quand on a fait ce sondage, on a eu 32% de ces jeunes qui avaient fait un redoublement précoce au primaire et 35% qui ont redoublé au collège. Donc, on a quand même une bonne visibilité qui est qu'un tiers d'entre eux, et ce n'est pas surprenant, ont eu de grosses difficultés scolaires.
Une visibilité sur le pourquoi, donc Elisabeth Elkreff, et un peu sur le quand aussi, j'ai l'impression. Vous parlez d'acquisition des savoirs fondamentaux, vous parlez de fin primaire, début collège. Voilà, on peut presque dire que c'est à ce moment-là que le risque est le plus fort, le plus important. Oui. Bien sûr. Et c'est pour ça que la prévention du décrochage scolaire précoce est un sujet majeur en France. Vous établissez aussi dans ce sondage-là, dans cette étude-là, qu'ils sont nombreux à connaître des problèmes de comportement. Donc là, on vient de parler de la maîtrise des savoirs fondamentaux, mais donc c'est pas le seul problème, c'est pas le seul enjeu. Je crois qu'une fois qu'on est mal à l'école, on commence à avoir des problèmes de comportement, et ça se passe souvent au moment de l'adolescence, donc du lycée d'ailleurs, mais pour une grande partie, ce sont des garçons à l'adolescence, et ça encore, ça doit être un signal d'alarme, qui est que l'enfant commence à avoir de la difficulté à maintenir une motivation intrinsèque et de la persévérance scolaire à l'école. Et ça peut être résolu comment, Elisabeth Elkreff, avec des choses simples? Très simple, puisqu'il y a des grandes associations éducatives qui interviennent à ces moments charnières, tant pour les savoirs fondamentaux, pour compléter ce que fait l'école, tant pour les problèmes de motivation et de persévérance scolaire, tant pour les problèmes de charnière entre, par exemple, le primaire et le collège, ou le collège et le lycée. Et ça, les grandes associations éducatives... Elles le savent, elles connaissent les solutions. Elles connaissent les solutions, mais par contre, elles sont très peu connues, et par les enfants eux-mêmes, et par les parents, et par les enseignants. Et c'est ça que nous qu'on pousse, c'est prenez conscience que cette solution est complémentaire de ce que vous faites pour vos enfants ou pour les enfants auxquels vous apportez l'enseignement, et mobilisez-les quand il y en a besoin, quand on voit ces signaux d'alarme se profiler. Vous parlez de la réaction des parents, on peut s'attendre aussi à une réaction de l'école aussi, peut-être, un lien entre l'école et ces associations-là. C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas, mais que je trouve finalement insuffisant. C'est-à-dire que je crois que tous les enseignants devraient savoir quelles associations mobiliser à quel moment, et surtout, ça permettrait d'enlever la culpabilité que l'on fait peser sur les enseignants, qui malheureusement ne peuvent pas tout, et qui doivent eux aussi s'appuyer sur d'autres acteurs tiers, puisqu'ils font déjà beaucoup. Pourquoi le moment de l'orientation aussi, là, donc là on était un peu plus jeune, là c'est un tout petit peu après, on va dire plutôt au lycée. Pourquoi le moment de l'orientation peut-il lui aussi faire tout basculer pour certains profils? Eh bien parce que déjà, ces enfants se demandent ce qu'ils font à l'école. L'école ne les intéresse pas, ils trouvent ça trop théorique. Donc ils ont déjà ces quelques rendez-vous manqués avec l'école. Et le problème de l'orientation, c'est qu'ils espèrent, ils sont devenus plus grands, qu'ils vont comprendre à quoi va servir l'école et que ça va leur plaire. Et le problème, très souvent... Ils sont souvent désabusés, finalement. Désabusés, et surtout, quand ça leur plaît pas, alors là, ils ne donnent pas de chance à l'école et ils se disent qu'il vaut 100 fois mieux aller travailler, au moins ils vont gagner leur vie. Et là, ils vont, à mon avis, faire la plus grosse erreur parce qu'ils vont rentrer dans la spirale des petits boulots. Spirale des petits boulots. Là, je parlais d'un sentiment, qui sont désabusés. Vous faites état, dans cette étude, d'une mosaïque d'émotions négatives, Elisabeth Elkreff. Angoisse, sentiment d'abandon. L'accompagnement, on a parlé des associations, là, plutôt sur le fond. L'accompagnement des psychologues pourrait-il aussi peut-être être une solution? On a l'impression qu'il y a une forte partie psychologique aussi. Alors moi je dirais que bien sûr un accompagnement psychologique supplémentaire serait très bien, mais moi je crois que c'est dans ces rendez-vous manqués avec l'école et un sentiment d'inadaptation à l'école. On pourrait les éviter finalement. En tout cas il faut les accompagner, et moi je crois que c'est là encore une association de compétences et d'aide aux enfants qui va faire qu'ils vont s'en sortir. C'est-à-dire qu'on a des chiffres incroyables. 67% des femmes sont angoissées à l'école pendant toute leur scolarité. On a un sentiment d'abandon. On a 50% qui regrettent. Et on a 85% d'élèves qui sont pessimistes pour l'avenir. Donc ce sont des chiffres poignants, angoissants. Et en effet, peut-être qu'en retrouvant de la facilité à l'école, le fait de s'y sentir à sa place, évidemment peut-être avec une aide psychologique, vous avez raison, on pourrait voir ces émotions en fait s'envoler, et justement un sentiment de contentement de soi, d'épanouissement qui les remplacerait. Et encore une fois, je me permets de le dire, pour vous, les solutions, elles sont là. Elles sont là, exactement. Et en fait, ça a vérifié que les associations que nous accompagnons en prévention du décrochage scolaire sont celles qui effectivement agissent au bon moment,
ces moments charnières de risque de décrochage scolaire. Et puis surtout, malheureusement, quand les enfants ont décroché, il faut vraiment les orienter vers ces organismes d'insertion comme les missions locales, Pôle emploi, etc., qui, eux, vont les aider à reprendre le chemin de la réussite professionnelle. Ces émotions négatives dont on vient de parler, c'est peut-être aussi ce qui fait que certains, même plus tard, n'arrivent pas à se raccrocher au wagon soit de l'école, soit de l'emploi, puisqu'il y a ce sentiment trop fort, peut-être, d'angoisse, comme vous le disiez, qui fait qu'en fait, on n'arrive pas même à reprendre le dessus, même après. Exactement. Et je crois que ce pessimisme dont je vous parlais, 85% des jeunes se disent à peu près convaincus qu'ils ne réussiront pas professionnellement. Mais c'est ça qui est inquiétant. C'est affreux. Ils ont entre 15 et 24 ans. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur vie professionnelle est fichue. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Moi, je crois que il faut absolument qu'ils rentrent dans ces dispositifs, comme le contrat engagement jeune, là, qui a été lancé par le gouvernement en mars, mais qui malheureusement est un peu passé à la trappe à cause de l'Ukraine, mais qui leur permet en fait de rentrer dans des dispositifs où ils ne sont pas seuls, où ils rentrent dans un système cadré, où en plus ils reçoivent une rémunération pour pouvoir se remettre sur les rails, parce qu'il ne faut pas rêver, la spirale des petits boulots, oui, au départ, on se dit qu'on va gagner de l'argent, donc on va s'en sortir, mais finalement, il n'y a pas de perspective. Il y a aussi des moments de précarité, puisqu'entre deux petits boulots, on n'a rien à faire. Et surtout, quand vous voyez qu'ils sont 1 sur 2 à regretter ce rendez-vous manqué avec l'école, il faut leur dire, là, c'est une deuxième chance. Ne regrettez pas de ne pas être entrés dans ces dispositifs qui vont vous permettre, en fait, de passer à un autre statut et d'avoir des perspectives. Il nous reste quelques secondes. Vous avez parlé là donc du contrat d'engagement jeune, peut-être l'apprentissage. Voilà, il y a peut-être d'autres modèles aussi à développer qui mettraient peut-être plus tout de suite l'élève en situation d'entreprise, en situation de valorisation. Voilà, vous croyez à ce type de dispositif-là? Ah oui, j'y crois. Je crois à la méthode projet quand on est à l'école pour montrer que l'école sert à quelque chose de façon pragmatique. Je crois à l'apprentissage pour ceux qui n'aiment pas l'école ou qui ont besoin d'avoir les deux. Et je crois surtout à quand on a déjà décroché, parce que ça c'est pour ceux qui sont encore à l'école, pour ceux qui ont déjà décroché, je crois surtout qu'il y a des dispositifs où les conseillers mission locale, par exemple, c'est quasiment les parents des jeunes, ou en tout cas un membre de la famille qui va se soucier du jeune, qui va essayer de trouver les solutions éducatives, mais aussi de logement, de santé, d'accompagnement, de remise en compétences, qui sont méconnus là encore et que je pense il faut absolument mettre en lumière. La question sociale, et donc on l'entend, est évidemment liée aussi à cette question de décrochage scolaire. Mais pas que, il ne faut pas les stigmatiser. Tout à fait. Merci beaucoup Elisabeth Elkrief de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.